Merci de votre fidélité à cette édition d'actualité. Donc voici l'ossature, clôture ce 18 mars de l'opération d'accréditation des observateurs témoins et journalistes pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. La dernière nouvelle nous signale jusqu'ici qu'aucun journaliste international ne s'est manifesté. Environ 6 000 jeunes Congolais, Rwandais et Burundais se retrouvent à Goma durant 3 jours. Ces élites de demain aborderont des questions liées à la paix et à la lutte contre le tribalisme. Feller Mutaïchirwa, vice-gouverneur de cette province, a personnellement donné le go de ces assises. La volonté exprimée par la CENI de vouloir saisir la Cour constitutionnelle en vue de réaménager le calendrier électoral divise la classe politique congolaise. L'opposition parle d'une démarche anticonstitutionnelle. La majorité soutient cette démarche de la CENI et démontre cependant la nécessité du dialogue. Dans l'actualité, clôture ce vendredi 18 mars de l'opération d'accréditation des journalistes, témoins et observateurs pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Revenons sur les statistiques de cette opération rendues publiques par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Retrait des formulaires de demande d'accréditation. Parti politique 3, regroupement politique 3, indépendant 8, observateurs nationaux 53, observateurs internationaux 8, journalistes nationaux 40, journalistes internationaux 0. Dépôt des formulaires de demande d'accréditation à la CENI. Parti politique 1, regroupement politique 2, indépendant 1, observateurs nationaux 27, observateurs internationaux 4, journalistes nationaux 19, internationaux 0. Si le train est mis en marche pour l'organisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces, la présidentielle, elle, augure plusieurs contraintes, notamment celles liées à la révision du fichier électoral. Si du côté de la matrice électorale, on évoque une éventuelle requête qui serait introduite à la Cour constitutionnelle pour l'extension du calendrier des états-majors de l'opposition et de la majorité, la question suscite encore des débats sur cette démarche préconisée par la CENI. Les voix s'élèvent de plus en plus pour exprimer des inquiétudes quant à l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, soit le 28 novembre 2016. Des inquiétudes qu'exprime également la Commission électorale nationale indépendante. Dans un entretien sur les ondes de la Voix de l'Amérique, le président de cette institution d'appui à la démocratie a laissé entendre une possibilité pour son institution de saisir la Cour constitutionnelle pour une extension du calendrier électoral. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des contraintes techniques qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas, ou ne permettent pas à la CENI d'organiser ces élections à cette date. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. La question, il faut travailler sur les fichiers. Et en travaillant sur les fichiers, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont donc être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle. Nous ayons une petite extension, mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle. Il faut que cette extension soit limitée dans les temps en tenant compte des exigences. Une démarche qui n'épouse pas l'opposition. Pour le président national du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo, la CENI devrait plutôt s'adresser à l'Assemblée nationale et non à la Cour constitutionnelle qui du reste n'a pas qualité de retoucher la loi fondamentale. Nous trouvons au mois de mars, le bon sens serait commandé à l'Assemblée nationale présente d'abord les rapports à l'Assemblée nationale parce qu'il ne l'a pas encore présenté. Comment se précipiter avec des insinuations, tout simplement. Le problème n'est pas aller aux élections avec l'ancien fichier. Maintenant, on a aucune volonté d'organiser les élections d'ici décembre 2016. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence de modifier un article de la Constitution. Soutenant pour sa part cette démarche la Commission électorale nationale indépendante, Patrick Akwata, député national, président du mouvement des réformateurs libéraux, parti membre de la majorité présidentielle, précise qu'il s'agit d'un cas particulier nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une retouche, mais c'est juste un problème de cas qui seront relevés. En soi, si la Constitution elle-même, elle a institué une Cour constitutionnelle,
C'est pour qu'en des cas pareils, en des moments pareils, que cette Cour puisse siéger pour trouver une situation d'exception et non pas générale. Et d'ailleurs, c'est ça même le but d'appel de tous les politiciens de se retrouver pour que nous puissions trouver une bonne date consensuelle pour les élections. La question de l'organisation des élections dans le délai reste pendante et divise la classe politique de la RDC. Mais en attendant qu'une issue favorable se dégage, la CENI a la lourde responsabilité de relever différents défis auxquels elle fait face pour le bon déroulement du processus. Cette infiltration n'a pas sa raison d'être si chaque citoyen s'implique dans la vigilance. J'ai toujours dit que la sécurité est l'apanage et l'affaire de tous. S'il y a un infidèle qui s'infiltre à Miriki et qui voudrait rester à Miriki au sein de la population, à Miriki il y a des chefs, il y a des notables, il y a les populations qui se connaissent. Quelqu'un peut s'infiltrer parmi nous comment? Nous devons, nous tous, nous constituer en agents de sécurité. Par rapport à la traque de FDLR en territoire de Lubero, Thomas Daquin donne son avis. Nous ne pouvons pas être satisfaits pendant qu'il y a encore des personnes qui meurent, des cadavres qui sont retrouvés, tués dans la brousse. Nous sommes d'accord qu'il y a des efforts consentis, il y a des avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. À retour dans la capitale, les femmes de régie financière ont choisi ce mois de mars pour faire entendre leur voix, celle de la DGDA réunie au sein de l'association des femmes douanières. Elles ont salué le thème retenu cette année et ont également évoqué leur contribution au développement de cette régie financière et à la maximisation des recettes. Les femmes douanières étaient à l'honneur ce vendredi. Sous l'égide de leur direction générale, les femmes de la DGDA se sont réunies en ce mois de mars, dédié à la femme, en vue de dresser un état des lieux sur la situation de la jeune féminine au sein de cette institution financière. Parmi les points analysés lors de cette rencontre, le thème national appliquant la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. Il s'agit assurément ici d'un thème majeur et d'actualité qui nous pousse à une réflexion profonde. Avec ce thème, nous sommes en droit de nous interroger si l'avènement d'une société développée de manière durable à l'horizon 2030 n'est-il pas aussi une question du genre. Le renforcement des capacités de femmes douanières, la promotion de la femme douanière, la maximisation de recettes, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, l'échange de bonnes pratiques, et la création d'une mutuelle de femmes douanières. Réunies au sein de l'association des femmes douanières, elles ont saisi cette occasion pour renouveler leur soutien à la haute hiérarchie de cette régie financière. Les femmes douanières vous soutiennent à 100%, monsieur le directeur général, dans la poursuite de votre mission à la tête de la douane congolaise. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes leur chef hiérarchique, un manager compétent, intègre, modèle, qui a su mettre en application les réformes dans les secteurs douaniers et mobiliser les recettes de manière crescendo pour notre pays durant les 10 dernières années. Les chiffres sont bien connus, mais aussi et surtout parce que vous êtes un homme genré. La représentation de la hiérarchie de la DGDA est une marque de soutien et d'honneur envers ces femmes douanières. Le DG m'a demandé de vous garantir que de son côté, il ne va ménager aucun effort pour soutenir toutes les actions que vous allez engager, comme il le fait d'ailleurs plan d'action, comme vous le faites régulièrement. Et malgré que la conjoncture est difficile pour le moment, les femmes de la DGDA, très engagées et remplies des idéaux de paix, de solidarité et d'entente, ont été exhortées et encouragées à toujours innover pour le développement de leur institution et du pays. Toujours dans les cadres des activités liées au mois de mars, plus de 500 femmes kassaïennes ont pris part à une grande conférence sur la discrimination zéro des PVV ainsi que de droits humains, activité organisée par le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida.
Les femmes des associations, organisations et autres structures féminines de la ville de Kananga invitées à avoir des connaissances sur le VIH-Sida, des droits humains et de se faire dépister. Cet appel a été au centre d'une réunion de sensibilisation des femmes sur le VIH-Sida, violences sexuelles basées sur le genre et les droits humains. Activité organisée à l'occasion des Journées mondiales de la femme et zéro discrimination 2016. Plus de 500 femmes ouest-kassayennes présentes dans la salle des réunions Père Gambien dans la commune de Kananga ont eu des connaissances approfondies à travers les exposés sur le VIH-Sida, droits humains basés sur le genre. Au cours de cette activité, plusieurs témoignages de vie positives ont été donnés par les personnes vivant avec le VIH-Sida PV en sigle. Question d'exhorter les unes et les autres à se faire dépister volontairement. Pour Jean-Carré Manchimba, coordonnateur provincial du PNMLS, il était impérieux de réunir toutes ces femmes à vue de le faire savoir et le faire comprendre que la personne vivant avec le VIH-Sida n'est pas à discriminer car elle est comparable à toute autre personne, car cette maladie qui attrape tout le monde. Question de se protéger et de se dépister en vue de connaître l'état sérologique ainsi que se prévenir contre cette maladie. La paix, la cohabitation pacifique et la lutte contre le tribalisme, maître mot de la rencontre de ce vendredi à Goma. Environ 6000 jeunes Congolais, Rwandais et Burundais qui se sont réunis depuis ce vendredi pour aborder ces thématiques. Ces assises de 3 jours visent à briser les stigmates de la guerre. L'initiative est de l'aumônerie pastorale des jeunes de l'Église catholique du Nord Kivu. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La communauté nandé a manifesté ce vendredi devant le Palais du Peuple avant de déposer un mémo aux 2 chambres du Parlement sur la situation sécuritaire au Nord Kivu en général et le conflit Hutu-Nandé en particulier. Cette communauté demande aux députés et sénateurs pour cette rentrée parlementaire de programmer la traque des génocidaires rwandais sur leur territoire et le retour des réfugiés rwandais dans leur pays. Le président de la Chambre basse du Parlement a réceptionné le mémo sur le conflit Hutu-Nandé. Il a promis de s'impliquer personnellement après avoir vanté la bravoure et l'esprit entrepreneurial du peuple nandais. À Kindu, à nouveau éclairé, le Premier ministre a procédé ce vendredi au lancement de l'éclairage public du chef-lieu de la province du Maniema. La cérémonie s'est déroulée sur le boulevard Joseph Kabila en présence de plusieurs personnalités venues de la capitale et les notabilités locales. Et la lumière fut. En actionnant ce mécanisme, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon vient ainsi de lancer l'opération d'éclairage public dans les chefs-lieux du Maniema, où les poteaux seront implantés dans les différentes artères réhabilitées de l'export en pain. Et tout ce que la ville compte comme notabilité et force vive se sont donné rendez-vous sous le boulevard Joseph Kabila pour cette cérémonie grandiose. Longtemps resté dans le noir, Kindu sera illuminé. Ici, les générations entières n'ont jamais connu l'éclairage public. S'il faut parler de la lumière dans la ville de Kindu, on remonte à l'époque coloniale. Et ça, nous avons appris seulement de la bouche de nos grands-pères qui avaient à l'époque l'éclairage public. Mais nous, on n'a jamais eu l'occasion de vivre ça. Nous sommes nés, on n'a pas vu de lumière publique. On ne voit que ça à Kinshasa, dans d'autres provinces. Et pour ceux-là qui n'ont jamais voyagé, c'est pour la toute une fois qu'ils voient ça. Depuis l'indépendance, avec tous les présidents qui sont passés, on n'a jamais vécu ça. C'est quelque chose de nouveau au Maniema que nous devons nécessairement saluer et encourager le gouvernement et continuer avec son projet. Pour l'exécutif provincial, cette opération répond à un double besoin. D'une part, de lutter contre l'obscurité en tant que facteur favorisant l'insécurité et d'autre part, celui de contribuer à l'embellissement de notre ville. La population se souvient que ceci est consécutif à de promesses tenues. Le chef du gouvernement est en train de concrétiser la vision du président, le président Kabila, qui a promis et qui est en train de réaliser. Il a promis la modernisation de la ville de Kindu, est en train aujourd'hui de se hisser au diapason d'autres villes de la République démocratique du Congo qui bénéficient de cette lumière. Le Raïs Joseph Kabila
c'est l'homme des paroles et il réalise ce qu'il dit. Il ne s'est jamais contredit. Après le tour cycliste, Kindu, qui s'embellit de plus en plus, s'apprête à accueillir toute la République dans les prochains mois. En retournant à Bukavu pour parler du vice-président de l'Uruguay, Raúl Rodriguez, qui est arrivé ce jeudi dans la province de Sud-Kivu, accueilli par le numéro 1 de la province, Marcelin Sichambo. Rodriguez a fait savoir que sa tournée s'inscrit dans le cadre de consolider les relations existantes entre son pays et la RDC. Dans un entretien avec le gouvernement provincial, Sandik Rodriguez a promis l'accompagnement de son pays à la province du Sud-Kivu. Il a ajouté le renforcement de casquettes bleues uruguayais à la MONUSCO afin de sécuriser le peuple congolais. Je suis venu ici en visite à Bukavu pour voir là où vivent nos contingents. Parce que ça fait beaucoup d'années que nos contingents sont ici, je ne passe pas pour le voir. Alors je suis passé en visite, voir là où ils vivent. L'enthousiasme, tout l'accueil, vraiment je suis tellement content avec l'entretien que nous avons tenu avec le gouvernement. Attention que nous allons faire pour l'agriculture, pour l'éducation et autres choses que nous allons faire ensemble. De son côté, le gouverneur des provinces Marcelin Sichambo Ruoya s'est dit satisfait de la visite du vice-président uruguayen dans sa concession. Marcelin Sichambo a salué le travail abattu par la bataillon uruguayaise, surtout dans la réhabilitation de certaines routes dans les territoires du Sud-Kivu. Moi, j'étais plutôt en train de lui faire un petit rapport sur comment nous travaillons avec les troupes uruguayennes qui sont ici. Et nous avons profité de l'occasion pour le remercier pour le travail fait dans la formation de notre police la piste, mais surtout dans l'entretien des routes, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais autour de la ville, on travaille énormément avec la compagnie des génies des troupes uruguayennes de la MONUSCO. Et nous avons souhaité voir cette opération continuer. Comme ils ne sont pas nécessairement aussi nombreux que les autres pays, nous avons estimé que nous pouvons plaider auprès des autorités nationales pour qu'on ne touche pas au nombre des Uruguayens qui y a ici. Ils ne sont pas très nombreux et ils nous sont utiles. Après le tête-à-tête, les deux gouvernements se sont échangés les cadeaux qui ont montré un signe de collaboration. Avant de nous séparer, un nouveau livre vient de voir le jour pour un Congo émergent. Cet ouvrage, mis sur fonds baptismaux par le cardinal Laurent Mosengo Passigna, pose des préalables pour que l'RDC atteigne l'émergence. Il s'agit de la paix et la stabilité. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'université protestante au Congo. Cet ouvrage porté sur fonds baptismaux par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, développe une étude sur les défis et les enjeux de la marche de la République démocratique du Congo vers son émergence. Il planche sur deux préalables, la paix et la stabilité. Pour l'auteur de Pour un Congo émergent, les réformes constituent la clé de voûte pour le progrès d'une nation. Au centre de tout le programme d'action des gouvernements à travers le monde entier. Et par la volonté du président de la République, j'ai été choisi comme chef du gouvernement depuis bientôt 4 ans. Et je suis dans l'action du développement depuis lors. Et il était important, au terme des 4 ans d'exercice du pouvoir, qu'on puisse partager avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale quels sont les défis, quels sont les challenges dans le domaine du développement. Voilà. Et quels sont les plus grands défis dans le domaine du développement? Non, je pense que, comme vous le voyez dans le livre, le plus grand défi pour le développement, surtout pour nous du tiers-monde, c'est cette capacité à formuler les réformes et à les mettre en œuvre. Parce que ceci constitue le point des ruptures avec le sous-développement et l'engagement sur la trajectoire du développement. Et ça, je l'ai dit dans le livre, les réformes constituent la clé de voûte pour le progrès d'une nation. Et là-dedans, vous lirez certainement les détails de l'ensemble des réformes, les actions qu'il faut mener, notamment dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la diversification de l'économie nationale, parce qu'une économie qui reste arrimée uniquement sur la cueillette ne peut pas se moderniser, ne peut pas émerger.
Pour les participants venus assister à cette cérémonie, Matata Ponyo a jeté les bases sur un problème de fond de la RDC. Le Premier ministre Matata Ponyo nous a livré à travers cet ouvrage le secret profond de son action gouvernementale. Un chef de gouvernement qui, dans cet environnement-là, a su garder la trajectoire vers l'émergence. Il a jeté les bases sur un problème de fond et de débat d'actualité. Vous savez que notre pays est appelé à émerger. Et la variable fondamentale demeure et reste la croissance économique qu'on doit coupler avec les marchés financiers et d'autres indicateurs structurants et cumulatifs. Les co-auteurs de cet ouvrage, Augustin Matata Ponyo et Jean-Pierre Kibambi Chintois, croient qu'il est possible pour le Congo de Lumumba d'atteindre l'émergence en 2 décennies s'il y a un consensus pour éviter d'être pris dans le cercle vicieux. Ça a été un réel plaisir de vous tenir au courant de l'actualité. Je retourne tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.